qui a développé la richesse du pays. C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos de la flambée de violence anti-immigrés en Afrique du Sud. À l'appel des mouvements opposés à l'immigration, les étrangers en situation irrégulière avaient été sommés de quitter le pays avant le 30 juin dernier. Local government elections are due to be held in November. Officials from the African National Congress Party have accused Jacob Zuma's MK party of stoking the current wave of anti-immigration protests. Le climat s'est progressivement dégradé les jours qui ont suivi cet ultimatum. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes. Malgré les appels au calme des autorités, près de 25 000 personnes auraient quitté le territoire. Plus grave encore, un commerçant ghanéen a été tué par balle dans sa boutique au Cap, laissant derrière lui une épouse et 3 enfants. Ce drame a suscité une vive réaction des autorités ghanéennes qui réclament une enquête rapide et l'arrestation des responsables. La question qu'il convient de se poser, c'est celle-ci. Pourquoi une partie de la population sud-africaine considère-t-elle aujourd'hui les immigrés comme les responsables de ces difficultés? Pour comprendre cette crise, il faut revenir à la situation économique du pays. Vous savez, l'Afrique du Sud reste l'une des économies les plus importantes du continent africain. Pourtant, elle demeure aussi l'une des plus inégalitaires. Le chômage frappe durement la population, notamment les jeunes, dont le taux dépasse les 40%. Dans de nombreux quartiers, les difficultés d'accès à l'emploi, la hausse du coût de la vie et la précarité alimentent un profond sentiment de frustration. Dans ce contexte, certains accusent les immigrés de prendre les emplois, de contrôler les petits commerces ou d'occuper les activités qui devraient revenir aux Sud-Africains. Les étrangers deviennent alors les boucs émissaires d'un malaise économique beaucoup plus ancien et plus complexe. Mais cette lecture mérite d'être interrogée. Les immigrés sont-ils réellement responsables des difficultés économiques de l'Afrique du Sud ou sont-ils les victimes visibles de problèmes structurels que les politiques publiques n'ont pas réussi à résoudre? Évidemment, si les politiques économiques mises en œuvre depuis plusieurs décennies avaient permis de créer suffisamment d'emplois, de réduire les inégalités et d'améliorer durablement les conditions de vie, la compétition pour les opportunités économiques serait probablement moins forte. Comme vous et moi le savons tous, l'Afrique du Sud n'est pas le seul pays dans lequel le phénomène a fait écho. Il y a quelques mois au Gabon, dans le cadre de sa politique de gabonisation de certains secteurs du commerce informel, le gouvernement a décidé de réserver plusieurs activités de proximité aux nationaux, estimant que ces métiers devraient prioritairement bénéficier aux jeunes Gabonais et aux entrepreneurs locaux. La décision a été prise. Toutes les études ont été menées et nous avons compris que ça peut améliorer le quotidien et diminuer le chômage au niveau du Gabon. Ça, on est à peu près dans les 900 postes qui vont se libérer lorsqu'on prend les postes de la station et les chauffeurs de camions citernes. On est dans les 900 postes, donc 900 emplois qui vont se libérer pour les Gabonais. Cela a servi de prétexte à de groupuscules pour exiger le départ de commerçants étrangers. Reconnaissons tout de même que les tensions liées à l'immigration ne sont pas propres à l'Afrique. Elles alimentent depuis plusieurs années les débats en Europe, aux États-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde. Ce qui interpelle davantage aujourd'hui, c'est de voir ces tensions s'exprimer également entre pays africains pourtant engagés dans un projet d'intégration continentale. Dès lors, la véritable question n'est peut-être pas seulement de savoir comment limiter les flux migratoires. Elle est aussi de comprendre comment chaque pays peut créer suffisamment d'emplois, soutenir son tissu économique et offrir des perspectives à sa jeunesse afin que partir vivre ailleurs soit un choix libre et non une nécessité dictée par l'absence d'opportunités. Car, dans la réalité, la plupart des personnes qui quittent leur pays ne le font pas par plaisir. Elles recherchent un emploi, un revenu stable et une perspective d'avenir pour elles-mêmes et leurs familles. Les études sur l'emploi des jeunes en Afrique montrent que l'accès à un travail décent demeure l'un des principaux défis du continent. Certains pays montrent toutefois qu'il est possible d'améliorer progressivement cette situation. Le Rwanda, par exemple,
a enregistré une forte croissance économique ces dernières années tout en investissant dans l'industrialisation, l'entrepreneuriat et l'inclusion financière. En 2024, 96% des adultes y avaient accès à des services financiers, un niveau remarquable à l'échelle du continent. L'île Maurice aussi constitue un autre exemple. En diversifiant son économie entre le tourisme, les services financiers, l'industrie et les technologies, elle a créé un environnement offrant davantage d'opportunités, d'emploi et d'investissement. Ces exemples ne signifient pas que ces pays sont exempts de difficultés, mais ils montrent qu'en développant l'économie, en renforçant les institutions et en créant davantage d'opportunités, il est possible de réduire une partie des pressions économiques qui poussent des milliers d'adultes à chercher un avenir ailleurs. C'est ici que la démocratie économique portée par l'Institut Louis Even apporte aussi une autre lecture. Elle défend l'idée qu'une économie devrait d'abord répondre aux besoins fondamentaux de la population. Selon cette approche de démocratie économique, les progrès de la production, des technologies et des richesses devraient bénéficier à tous afin que chacun puisse accéder aux biens essentiels sans être condamné à une compétition permanente pour survivre. Cette vision invite à déplacer donc le regard. Plutôt que d'opposer les populations entre elles, elle appelle à s'interroger sur la manière dont les richesses sont créées, réparties et mises au service du bien commun. Envie d'en savoir plus sur la démocratie économique? Rejoignez notre formation sur le sujet. Vous trouverez le lien en commentaire. En attendant, poursuivez le débat avec vos proches et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle réflexion sur les grands enjeux de notre continent.